numérique et l'économie, puisqu'en fait, on fait de l'analyse automatisée, donc du scoring d'entreprises sur la base de leurs actifs immatériels, donc toute la création de valeur qui n'est ni financière ni matérielle au sens machine. C'est une start-up que j'ai créée avec un associé que j'ai rencontré en incubation à Eura Technologies. Et pour revenir sur mon parcours, alors moi j'ai fait des études au siècle dernier. L'informatique émergeait tout juste. Euh, j'ai fait des études qui m'ont pas du tout, enfin qui me prédestinaient pas, pardon, à être dans le numérique, puisque j'ai fait des études en aménagement du territoire et développement économique. Le hasard a fait que, par mes premiers stages, je me suis retrouvée à travailler sur les systèmes d'information géographique, donc la partie traitement de données liée à l'aménagement du territoire et à l'analyse économique. Et c'est ces stages de départ qui ont fait que j'ai fait toute ma carrière on va dire dans le traitement des informations et dans les statistiques, puisque je suis ensuite arrivée, après mes études, à travailler dans des observatoires économiques locaux, donc toujours sur des problématiques de traitement de données et de fabrication d'indicateurs. Puis j'ai été embauchée à l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, d'abord comme chargée d'études, puis comme directrice de l'Observatoire de la propriété intellectuelle, donc en charge des questions de prospective et de stratégie, et également du coup prospective, stratégie, analyse de données. Et donc j'encadrais notamment une équipe de data scientists, et c'est comme ça que je suis arrivée à faire toute ma carrière dans le numérique en n'ayant pas au départ un profil numérique. Je passe la parole à ma voisine. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici avec mes collègues de Présente. Je m'appelle Delphine Bart, je suis la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Stirrup, qui veut dire étrier pour mettre le pied à l'étrier. Parce que chez Stirrup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des logements vacants et on les transforme en logements tremplins solidaires pour des personnes qui sont sans abri, comme des réfugiés ou des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, ou des femmes victimes de violences. Moi, je suis arrivée dans l'écosystème en 2018. C'était mon deuxième projet entrepreneurial. J'ai toujours voulu travailler dans la tech. Tous les chemins mènent à la tech. Quand j'étais au lycée, j'hésitais entre pilote d'avion de chasse ou ingénieur en télécom. Au final, j'ai commencé les études d'ingénieur en télécom, mais je me voyais plutôt vendre la tech que la concevoir. Comme quoi, on arrive toujours à la tech, c'est quand on en a envie. Mon parcours, du coup, c'est un parcours essentiellement commercial où j'ai vendu pas mal de services et notamment dans les télécoms avant de créer mon entreprise. Et voilà, je suis une fervente féministe dans le sens où moi, je suis pas pour l'égalité homme-femme, et je suis pour l'égalité de traitement. En fait, je suis pour l'équité. C'est pour ça qu'on a créé Présente, et puis on va vous en parler juste après. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Moi, je m'appelle Antonia Bova. Je suis CEO et cofondatrice d'une start-up qui est aussi basée sur la technologie, qui s'appelle Paperwork. Alors moi, Paperwork, c'est quoi? C'est une solution de collecte et de transfert de documents sécurisés. On est parti du constat que aujourd'hui, 95% des données, elles sont collectées, transférées par email non sécurisé. La valeur de la donnée personnelle, vous savez à combien elle est? C'est 8% du PIB de l'Union européenne. C'est pas rien. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros qui partent directement chez les GAFAM tous les ans. Donc voilà, donc on a créé une nouvelle expérience simple et intuitive qu'on propose à nos clients, qui sont des banques assurances finance, mais aussi des startups. Donc aujourd'hui, on est une société de 11 personnes qui existe depuis 2 ans, et on est très content de cette belle aventure entrepreneuriale sur Eura Technologies. Voilà. J'introduis avec présente peut-être. Oui, merci, oui. Alors, je vais repasser la parole ensuite à Delphine et Laurence. Effectivement, on a cofondé une association sur Euratech qui s'appelle Présente. On est parti du constat que à Paris, il y avait un écosystème tech féminin très fort. Euh, Très fort dans le sens où toutes les entrepreneuses se connaissent très bien, elles s'appellent, elles ont vraiment réussi à constituer un réseau, une force économique à part entière. Et on s'est dit, bah, Lille, c'est dommage, il y a des entrepreneuses de la tech qu'on ne voit pas souvent. Parce qu'en plus, effectivement, les biais cognitifs, enfin, on n'aime pas trop se montrer sur les réseaux, on fait notre petit bout de chemin et on avance de notre côté. Donc on s'est dit, bah, on va fédérer un groupe autour de
l'entrepreneuriat féminin et on va être là les unes pour les autres. Et on va montrer qu'on existe, on va essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Et donc, effectivement, on en a parlé toutes les trois et on s'est dit, go, on le fait. Alors, l'objectif de Présente, c'est vraiment d'être un club pour les femmes entrepreneuses de la tech lilloise, mais un club business. Nous, notre enjeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se muscler en fait. On est persuadé que la plupart du temps, ce sont nous qui nous mettons nos propres freins pour développer nos business, nos boîtes, enfin par rapport aux hommes, justement, on parlait des biais cognitifs. Et donc, on est là pour s'entraider, prendre des bonnes pratiques, des bons exemples, faire venir des témoins. La semaine dernière, on a créé un événement sur la levée de fonds qui était hyper intéressant, où il y avait des intervenants vraiment de valeur. Il y avait 2 fonds, dont un fonds parisien, Elaya, qui était là, un cabinet d'avocats parisien également pour nous aider à réfléchir et à trouver des réponses. Et vraiment, c'est ça l'enjeu, c'est de s'entraider, de progresser ensemble entre femmes et, et vraiment d'être solidaires. Nos valeurs, c'est des valeurs de partage, d'ambition et d'indépendance. Et on veut pouvoir être aussi balèze que les hommes sans se poser de questions. Et voilà, et on est consciente qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Je n'ai rien à ajouter sur Présente. On est prête pour les questions. Ok, ça marche. Donc vous êtes plutôt dans des équipes mixtes, donc vous avez fondé, hein, vous êtes chacune CEO de votre entreprise. Est-ce que vous avez donc pu recruter des hommes? Est-ce que vos équipes sont mixtes? Comment ça se passe? Et aussi comment ça se passe pour les levées de fonds? Alors, du coup, on n'a pas tout à fait les mêmes équipes. Donc, alors, je vais commencer moi. Nous sommes 4. Je suis malheureusement la seule femme. On aimerait bien pouvoir recruter plus de femmes. Ça, je pense qu'on va tout être d'accord. Enfin, Delphine y arrive mieux que nous. Mais notamment dans le domaine tech, on n'arrête pas de le répéter, hein, que la multitude des regards, j'ai pas envie d'avoir une équipe de clones, moi. Concrètement, dans mon équipe, j'ai envie d'avoir des personnalités différentes. Et dans la différence, il y a aussi le fait d'avoir plus de femmes dans cette différence. J'ai toujours travaillé avec des équipes mixtes et pluridisciplinaires, et pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire que je reste persuadée qu'on ne peut pas innover, faire de belles innovations, si on a tous exactement le même parcours, le même regard sur les choses, et que c'est vraiment dans la discussion, dans la confrontation d'expériences et de regards différents que peut naître l'innovation. Et du coup, effectivement, avoir plus de femmes dans les équipes, c'est extrêmement important. Alors, très concrètement, on a déjà eu plusieurs stagiaires femmes. C'est quasiment tout le temps pareil, mais dans toutes les startups de Ratech, hein, on retrouve des femmes dans les postes de com, de marketing. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des candidates sur les autres types de postes. Voilà. Et après, est-ce que je serais prête à recruter une fille rien que parce que c'est une fille? Je suis pas sûre. Je pense que comme toutes les startups, on veut recruter, on a besoin de performance et donc on a besoin de bons profils. Si notre bon profil en plus est féminin, c'est top. Mais effectivement, on peut pas se permettre de faire de la discrimination trop positive, c'est-à-dire que on reste avant tout axé sur la recherche de compétences et c'est ça qui est important. Et puis je pense que de toute manière, enfin je sais pas, mesdemoiselles, mesdames, enfin en tant que femme, fille, il n'y a rien de pire de se dire qu'on a été prise à un endroit parce qu'on est une fille et pas parce qu'on est compétente. Donc je pense qu'il faut quand même que la compétence reste le premier critère. Et je sais plus, ah oui, levée de fonds, financement. Nous, on est en train de faire notre premier tour de financement. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'on travaille aussi dans le domaine du financement, puisqu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on fait du scoring d'entreprise, on fait du scoring à la fois à la demande des entreprises qui veulent avoir plus d'arguments pour préparer leur levée de fonds, et une autre partie de nos clients sont des fonds, des banques ou des intermédiaires dans le domaine du financement qui nous demandent d'évaluer les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Et je pense que 99% de nos contacts et de notre entourage sont uniquement masculins. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le domaine du financement des entreprises, à de quelques rares exceptions, plutôt dans les banques d'ailleurs, où il y a des femmes, le reste, on a essentiellement des contacts masculins. Après, est-ce que c'est un frein? J'ai pas le sentiment. Alors bien sûr, on lit beaucoup de choses sur les biais au quotidien.
moi, j'ai jamais ressenti de frein important sur le fait d'être une femme. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Si, en partie, mais on va avoir peut-être Les- effectivement la perception de Delphine et d'Antonia sur ces mêmes questions. Alors nous, on est une équipe de 6 et on a une particularité parce qu'on n'est pas mixte, on est une équipe de 6 femmes. On a essayé de recruter un homme qui finalement n'est pas venu. Donc notre enjeu pour la mixité, c'est peut-être recruter sur les 3 postes, on a 3 postes ouverts là, peut-être recruter des hommes. Voilà, c'était pas volontaire. C'est vrai que par contre, moi, je tiens à mettre le cadre pour pouvoir recruter, alors évidemment des femmes, faciliter le recrutement de femmes, mais recruter vraiment dans la diversité. Donc ça va s'illustrer comment? On met en place la semaine, alors déjà de 4 jours et demi et de 4 jours dans l'entreprise, parce qu'on se dit quand on aura d'une part des jeunes parents, pour l'organisation, ça peut être important. D'ailleurs, on va mettre en place aussi le Parental Act, qui est important pour ça aussi. Et puis même, moi, je vois la jeune génération, hommes ou femmes, en tout cas, ils ont envie d'avoir pas que leur vie professionnelle et faire des choses à côté. Donc voilà, on essaye d'être cohérent par rapport à ça pour les recrutements. Peut-être que c'est comme ça qu'on a attiré plus de femmes, je sais pas. Donc il n'y a pas eu de difficulté à recruter des femmes. C'était certainement le hasard, mais c'est chouette en tout cas. Ensuite, par rapport à la levée de fonds, moi je suis en train de ce qu'on appelle closer la première levée de fonds. J'ai pas du tout eu l'impression d'avoir de frein, en tout cas de difficulté en étant une femme, au contraire. Au contraire, pourquoi? Parce qu'il y a des dispositifs qui existent en faveur des femmes, justement, et c'est de la discrimination positive, mais ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter sur les financements bancaires, enfin sur les garanties de financement bancaire, ce genre de choses. Et vraiment, je pense que c'est un atout parce qu'on peut se démarquer aussi dans l'écosystème, en fait. Et par contre, j'en suis pas arrivée là comme ça. J'avais énormément de freins et ce qu'on appelle le fameux syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je me suis fait accompagner pour travailler là-dessus, pour vraiment me sentir légitime à ma place, pour m'ôter les freins et profiter justement d'être une femme pour dénoter un peu dans l'écosystème et se faire plus remarquer que quand on est un homme qui va lever des fonds. Voilà. Alors, moi, j'ai que des hommes. Alors, c'est pas que je ne veux pas de femmes, c'est que je suis, le problème de l'innovation, déjà, c'est que ça coûte très cher, qu'il faut aller très vite. Et ça coûte très cher notamment parce que il y a clairement une pénurie de profils tech sur certaines, voilà, il y a des profils qui sont extrêmement rares. Et que quand on a un profil tech rare à Euratech, je peux vous assurer que c'est la guerre nucléaire, c'est-à-dire que vous avez en ce moment toutes les boîtes parisiennes de recrutement qui viennent chercher nos techs, et on peut le dire, en full remote à des salaires qui sont totalement indécents, sur lesquels nous on ne peut pas s'aligner parce que finalement quand vous levez des fonds, vous allez débaucher les meilleurs techs sur le marché. C'est ça la réalité du marché. Donc croyez-moi, des femmes on veut en recruter, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on doit recruter les meilleurs profils très vite. Deux, quand vous avez 99% des profils où c'est des mecs, et vous ne posez pas la question. On ne peut pas se la poser. Parce que si nous, on a des recrutements, quand on a quelqu'un à 9 heures en entretien, à 11 heures, il est recruté par quelqu'un d'autre. On en est là. Donc ça, c'est la réalité du marché. Je peux vous assurer qu'elle est très difficile. Parce qu'en ce moment, les DevOps, allez faire un tour sur le marché de l'emploi. Vous verrez que des DevOps seniors sur le marché, accrochez-vous. Donc voilà, donc en plus évidemment full remote, donc en plus maintenant avant on avait les Parisiens, maintenant on a les Londoniens, on a les Berlinois, enfin tout le monde recrute nos techs. Donc non, effectivement je me pose absolument pas cette question. Et c'est dommage parce que je suis tout à fait d'accord avec Laurence. La mixité c'est une chance parce qu'elle vient apporter une vision plus réelle de la société. Et que la tech, aujourd'hui, c'est le moteur de l'économie française. C'est le domaine où il y a plus d'emplois créés. Et vous imaginez, il n'y a que 25% de femmes. C'est quand même malheureux. C'est-à-dire qu'on est aussi en train de recréer les inégalités d'hier. Donc oui, c'est un sujet qui me concerne évidemment, mais croyez-moi, si je pouvais faire autrement, je le ferais. C'est juste que je ne peux pas le faire parce que moi, mes profils sont plutôt forcément, je suis sur des domaines de particuliers
que sont la sécurité et la souveraineté. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas avoir des profils tech seniors et je n'ai pas de profil tech senior féminin sur le marché. En tout cas, je n'en ai jamais reçu en entretien, mais je n'attendrai que ça. Sur la levée de fonds, nous, on a déjà levé l'année dernière, le 24 décembre, en plein Covid. J'ai levé 500 000 euros en pré-seed. Ça a duré un mois. C'était un mois d'enfer, mais finalement, ça s'est bien passé. J'ai pas eu le sentiment que le fait d'être une femme m'avait posé des difficultés non plus. Là, on change de registre. On lève 2 millions d'euros avec des VC parisiens où il y a peut-être des biais cognitifs chez eux un peu plus marqués, en tout cas sur les domaines de la cybersécurité, de la cyberconformité. Je pense que c'est plus facile quand on est un homme, oui. Pas parce que je suis face à des interlocuteurs qui sont fondamentalement machos, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. C'est que le monde financier a été construit aussi selon un code de valeur masculin qui fait que parfois, effectivement, quand vous levez des fonds avec des VC parisiens, vous avez 7 ans. C'est court 7 ans, hein, mais vous avez 7 ans pour faire monter votre boîte le plus haut possible, pour prendre le marché. Donc effectivement, un capital risqueur, son métier, c'est de se dire, cette boîte-là, elle peut potentiellement prendre le marché. Est-ce qu'une femme entre 30 et 40 ans, qui va potentiellement avoir 1 ou 2 enfants, et je le dis très basiquement, mais c'est la vérité, est-ce que ce sera la meilleure personne pour réaliser ce projet-là? Les boîtes mixtes nous aident, parce que la mixité fait qu'on a des associés, on a une complémentarité avec eux, et les investisseurs se disent, bon, allez, on peut les switcher s'il y a un souci, et donc c'est plus facile. Mais je pense qu'on doit peut-être prouver plus que les autres qu'on doit miser sur nous. Mais oui, après, effectivement, il y a beaucoup de bienveillance et on choisit aussi les investisseurs avec qui on bosse. Hein. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a des domaines encore aujourd'hui où c'est plus facile d'être un homme et avoir, il y a le réflexe des écoles d'ingénieurs qui sont aujourd'hui occupées essentiellement par des profils masculins. Je pense que ces profils-là, derrière, reprennent des postes à responsabilité, jugent eux-mêmes derrière des projets féminins ou mixtes. Donc, on retrouve un peu ces biais cognitifs. Ok, merci beaucoup. Quel conseil donneriez-vous donc à une femme qui souhaite créer dans la tech finalement? Oser. Alors moi, j'étais pas du tout destinée à être entrepreneur. Ça m'était même jamais venu à l'esprit, contrairement à ma voisine. J'ai fait quasiment toute ma carrière dans des établissements publics et décider de sauter le pas après plus de 20 ans dans différents établissements publics pour créer une entreprise, ça allait pas forcément de soi. C'est venu d'une envie forte de travailler autrement pour moi. C'est-à-dire que j'avais envie, je sentais un décalage j'étais sur des domaines d'innovation, je parlais d'innovation toute la journée avec un fonctionnement très archaïque et je sentais ce décalage-là de plus en plus important et je me suis dit faut que je vais pas finir, je vais pas encore travailler 20 ans comme ça. Il faut que je saute le pas et c'est vraiment une envie qui est arrivée tardivement. J'ai été très inspirée par pas mal de travaux économiques sur l'effectuation. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais je vous encourage à aller regarder notamment ce que fait un professeur de l'école de management de Lyon qui s'appelle Philippe Sieberman, qui a écrit un ouvrage sur les clés de l'effectuation. Pour faire vite, les grandes entreprises, les grandes startups qui ont eu du succès n'avaient pas un grand plan stratégique. Elles ont su être opportunes, c'est-à-dire tirer parti de toutes leurs forces et faiblesses au fur et à mesure pour réorienter leur stratégie. Et que donc, on n'a pas besoin, le corollaire de ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une idée géniale au départ ou des fonds extraordinaires. En tout cas, on a tous des atouts pour oser se lancer. Il faut en avoir bien conscience. Il faut avoir à la fois conscience de ses atouts et puis de ses manques pour pouvoir aller combler ses manques et tirer parti de ses atouts. Et c'est vraiment comme ça que j'avance avec mon associé, qu'on avance depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est possible.
Il y a plein d'opportunités. On est dans une région où c'est assez facile à la fois d'être accompagné au démarrage, notamment par Euratechnologie. Il y a plein de, de systèmes de financement pour les premiers projets, de concours, de bourses qui peuvent vraiment permettre de se lancer. Après, il faut avoir une envie très forte parce que c'est compliqué. On doute souvent. Donc il faut vraiment garder le cap malgré les doutes, mais c'est possible. C'est possible. Après, je vous avoue que je suis très admirative quand je vois des jeunes qui se lancent en sortant des études, parce que effectivement, moi, je suis partie avec déjà plusieurs atouts, donc, dont un réseau important, et je suis très admirative, mais on en rencontre tout le temps. On a plein de cas autour de nous, de jeunes hommes, mais aussi de jeunes femmes qui se lancent et qui y arrivent, et donc il faut oser y aller. Alors évidemment, oser. Et après, moi, le deuxième conseil, c'est se faire, enfin, être entouré, se faire aider. J'ai un ami qui m'a dit il y a quelques années, un proverbe marocain qui dit en gros que celui qui demande sa route ne se perd jamais. Effectivement, quand on ne sait pas, ben, on demande de l'aide. Il y a toujours quelqu'un autour de nous pour nous aider. On a de la chance à Lille et dans le Nord d'être super bien équipés, même dans la région, pour aider l'entrepreneuriat, aider les femmes entrepreneurs. Moi, j'ai bénéficié notamment alors d'accompagnement Euratechnologie. J'ai été accompagnée par French Tech avec French Tech Tremplin. Tu es lauréate récemment aussi, notamment parce que j'étais une femme dans la tech et enfin voilà, faites-vous aider. Il y a énormément de réseaux bienveillants. L'échec, c'est pas tabou, au contraire. Faut essayer absolument. Et vous avez rien à perdre, surtout en sortant des études. J'allais dire, c'est le moment idéal pour se lancer, parce que vous n'avez pas justement de charge familiale ou ce genre de choses. Et donc voilà, rejoignez un écosystème, lancez-vous. Il y a des événements tout le temps sur l'entrepreneuriat, vous pouvez vous former quasiment gratuitement à tout ce qui vous manque comme bagage, comme expertise, ou trouver vos associés. C'est ce qui s'est passé pour Laurence. Trouver vos associés pour vous aider à construire un projet dans l'écosystème, ou même rejoindre une équipe. Voilà, on est énormément de startups à recruter. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, vous pouvez aussi rejoindre une startup pour commencer à faire vos premières armes. Voilà, donc moi vraiment mon conseil c'est s'entourer. Voilà. Monter une boîte, c'est 2 choses. C'est un projet, une équipe. Donc effectivement, c'est une idée quand même. On vient résoudre un problème, hein. On va pas créer un truc qui existe déjà où il n'y a pas de problème. Mais c'est une idée, effectivement, c'est un projet et c'est une équipe, c'est s'entourer, c'est des personnes. Et je pense que si on a ça, et ben, on a toutes les chances de réussir à monter un projet. Il faut avoir envie de le faire aussi, hein. La fibre entrepreneuriale, tout le monde ne l'a pas. C'est dur, c'est long, c'est compliqué, c'est plein de bonnes choses, mais c'est aussi plein de mauvaises, hein. C'est des dettes personnelles énormes, c'est des galères, c'est tous les matins avoir le cœur qui bat quand vous regardez votre trésor. C'est d'autres soucis, hein. Moi, j'ai aussi une équipe formidable avec des profils extraordinaires qui me disent mais jamais je ferai ce que tu fais. Donc c'est pas une fin en soi. En revanche, voilà, une entreprise, c'est un projet et une équipe. Ok, merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions particulières? C'est à vous. Allez-y, lancez-vous. Je sais que c'est la première question qui est toujours la plus difficile à poser. Merci beaucoup. Quand vous allez recruter entre une femme et un homme, est-ce que vous allez, comment ça s'appelle, et un homme qui a les mêmes compétences que la femme, vous allez privilégier plus la femme ou plus l'homme ou ça dépend? Alors, moi, à compétences égales, effectivement, j'ai décidé de faire un recrutement. On est dans la tech, on a tous développé euh, nos propres codes de valeur. Moi, le premier entretien, c'est moi qui le fais, toujours. Le deuxième entretien, c'est mon associé avec quelqu'un de l'équipe. Et le troisième entretien, donc quand il y a 2-3 candidats en ballottage, en général, on leur demande de venir, de venir chez nous, de prendre un verre avec nous, d'échanger, de discuter. Et après, on en discute avec l'équipe. Et c'est l'équipe qui me fait son retour parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble et que c'est important qu'il y ait une vraie alchimie entre nous. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui disent
qu'à compétences égales, je recrute une femme. Voilà, parce que on est un groupe et que je donne, j'ai une vision très horizontale. À titre personnel, voilà, il n'empêche que effectivement, aujourd'hui où je sens que, alors je n'ai jamais eu de femme sur les profils que je recrute, donc j'ai pas eu cette difficulté, mais en tout cas j'ai un process de recrutement qui est très clair, qui est mis en place et qui ne favorise pas un profil plutôt qu'un autre. Est-ce qu'une femme avec des compétences dans le domaine numérique importantes, est-ce qu'une femme a plus qu'un homme, pardon, a plus de chances de trouver un travail dans le monde numérique qu'un homme ou c'est égal? Très sincèrement, quelqu'un qui aujourd'hui a la tête bien faite et a des compétences dans la tech, je pense elles ont autant de chances l'une que l'autre de trouver rapidement un job voilà, parce que c'est même plus une question de femmes et d'hommes, c'est une question de véritable pénurie. On a des pénuries de profils très importants, et puis voilà, donc après évidemment la mixité reste une chance pour les entreprises, et oui, on a, je pense, beaucoup d'entreprises, notamment les grands groupes qui ont peut-être plus le temps et les moyens de former correctement. euh, Eux, voilà, ils vont peut-être plus rapidement prendre des profils féminins, ils ont les capacités de les former, voilà. Alors que nous, on a moins peut-être le temps de former des jeunes profils. En revanche, la mixité est une chance, hein, elle fait avancer la société. Donc oui, on a besoin que les écoles, on a besoin d'avoir des propositions de profils féminins, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment. Merci beaucoup. Une autre question? Est-ce que vous avez... Bonjour. Vous avez souligné l'importance de l'équipe. Et donc, du coup, c'était pour savoir quels furent vos débuts. Est-ce que vous vous êtes directement entouré? Est-ce que vous avez essayé de compléter vos compétences directement? Vous avez débuté d'abord tout seul. Je peux répondre parce que je coachais une jeune entrepreneur là-dessus hier. Moi, mon parcours, c'est que j'ai longtemps été seule. Parce que je cherchais des financements, parce que justement je voulais d'abord prouver beaucoup de choses avant d'aller chercher les financements. Si c'était à refaire, et ce que je conseillais à la jeune entrepreneur hier, c'est de faire l'inverse. D'écrire sa vision pour son entreprise, c'est quoi son rêve, d'écrire justement quelles sont les compétences dont elle a besoin dans sa boîte et de commencer à les chercher tout de suite, de faire sa liste de courses et d'aller chercher les financements en face pour recruter, pour s'entourer très vite. Du coup, ce que j'ai fait pour rattraper les choses après, c'est que j'ai embauché des personnes seniors dans leur job tout de suite pour constituer l'équipe après. Alors quand je dis senior dans leur job, j'ai une personne senior qui a 24 ans, hein, mais elle est senior vraiment sur son job. Donc le conseil que je peux donner, c'est très vite s'entourer, très vite voir grand et dépasser le frein de OK, mais j'ai pas les financements. Ça, c'est pas grave. Si tu identifies les personnes, les compétences dont tu as besoin, ça va être beaucoup plus simple pour aller chercher les financements, pour les recruter. Ou en tout cas, si tu as écrit ta vision des choses, ça va être beaucoup plus simple même de trouver des associés qui vont venir avec toi sur le projet dès le départ, en fait. Idéalement, quand on est plusieurs sur le projet dès le départ, c'est beaucoup mieux. Je vais compléter parce que moi j'ai une histoire un petit peu particulière. Je suis arrivée en 2019 à l'incubateur en portant un projet de Legal Tech toute seule. Et puis au fur et à mesure des mois, j'échangeais souvent le matin de bonne heure parce qu'on était les 2 premiers dans l'incubateur avec Pierre qui est devenu mon associé. Au départ, on échangeait, on faisait le monde tous les matins à 8h en buvant notre café. Il y avait des trucs qui nous énervaient dans le fonctionnement de l'écosystème d'innovation. Bon, ça nous énervait et on avançait chacun sur notre projet. Et puis un beau jour, j'ai eu une question posée par une entreprise. Et je faisais en plus de développer mon projet, comme souvent dans les porteurs de projets, un peu de freelance, parce qu'il faut bien gagner un petit peu d'argent dès le départ quand même. Et cette question était un peu complexe.
Et je me suis dit, oh là là, alors j'ai dit oui d'abord, hein, comme tout bon freelance qui se respecte, on dit oui, puis après on cherche comment on va répondre à la question. Donc j'ai dit oui, et puis j'ai traversé l'incubateur et je me suis dit, oh là là, jamais je vais y arriver toute seule. Mais par contre, avec les compétences de Pierre, à nous deux, on devrait y arriver. Donc je suis allée voir Pierre, qui a dit OK, on a testé et on s'est rendu compte qu'on amenait un vrai surplus de valeur à travailler à deux parce que nos compétences étaient vraiment extrêmement complémentaires. À nous deux, on avait une super expertise qui se combinait bien, qu'on arrivait à travailler ensemble. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est dit, ah ouais, super, on fait un truc, peut-être que ça marche. Si ça marche, ça va peut-être répondre à une des questions de nos énervements de l'année dernière. Donc on a commencé à se dire, on teste une journée par semaine, voir si on arrive à travailler ensemble. Est arrivé le confinement, donc nos deux projets initiaux se sont tous les deux mis à l'arrêt pour diverses raisons, parce que quand le premier confinement est arrivé, c'était un petit peu un raz-de-marée sur beaucoup de projets liés à l'innovation. Et on a eu une super opportunité qu'on a saisie tout de suite. Donc on a commencé dès le départ à deux, par contre avec un vrai risque, c'est-à-dire que je suis associée à quelqu'un que je ne connaissais pas il y a 3 ans, nous ne sommes pas amis, on a beaucoup d'années de différence, on n'a pas du tout le même profil, on vient pas du tout du même monde, on n'a pas le même background intellectuel et scientifique. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé ensemble sur pourquoi on crée une entreprise, comment on voyait évoluer notre entreprise pour être sûr qu'on était complètement alignés. On s'est posé, alors qu'on était les deux chez nous pendant le confinement, on se posait des questions sur comment on se voyait manager une équipe. C'est pour être sûr qu'on soit vraiment alignés et qu'on ait la même envie, que dans notre tête, notre entreprise soit identique, parce que c'était un vrai risque. Et puis ensuite, on est arrivé au premier recrutement. Alors, on a vraiment identifié, on a commencé par identifier les compétences qu'on n'avait pas, en se disant que là, il fallait qu'on aille chercher vraiment quelqu'un assez rapidement pour compléter, pour qu'on puisse couvrir tous les champs essentiels. Typiquement, Pierre et moi, on s'est rendu compte très vite, dès nos premiers rendez-vous, qu'on était des très très mauvais commerciaux. Notre premier rendez-vous commercial, on a raccroché le téléphone, on avait honte. C'est-à-dire qu'on se rendait vraiment compte qu'on était mauvais. Et donc la première personne qu'on a été chercher, c'est un bizdev pour nous aider sur le plan commercial. Et puis après, comme on sait ce qu'on veut construire, on a identifié des compétences et petit à petit, on a identifié des personnes. Donc là, typiquement, pour rejoindre ce que disait Delphine, ça fait depuis l'été dernier maintenant que j'échange avec quelqu'un que j'aimerais recruter. Il sait que je voudrais qu'il nous rejoigne. Là, il a pour lui ce qu'il appelle un boulot alimentaire. Il a très très envie de nous rejoindre et je suis très transparente avec lui. C'est-à-dire que il sait pourquoi on ne l'a pas encore recruté, parce qu'on ne peut pas se permettre là, typiquement pour l'instant, de prendre des engagements sur des CDI sans savoir si on va pouvoir payer les personnes dans 3 mois. Donc du coup, on entretient et puis derrière, je sais que j'ai déjà identifié des profils que j'ai envie de recruter sur des postes clés. Voilà. Donc c'est vraiment une construction de... Je sais pas comment expliquer. Je suis en train de faire une équipe à la manière d'une équipe de foot en fait. Donc identifier des postes clés et puis aller chercher les meilleures personnes pour ce poste-là. Alors moi, j'étais toute seule aussi. Voilà, j'étais toute seule aussi. Moi, j'ai une histoire un peu effectivement, j'ai fait des études de droit, je suis diplômée notaire, bon passons. Et j'avais pas la fibre, donc effectivement, j'étais notaire collaboratrice et je me suis dit waouh, je vais pas passer 10 heures par jour de ma vie derrière un bureau. Ça faisait pas de sens. J'étais déjà partie dans l'informatique, je pensais déjà que le monde de demain était en train de s'écrire. Et je baignais aussi dans ce milieu-là indirectement. J'avais beaucoup d'amis qui avaient monté leur boîte sur Euratech et j'avais un mari qui avait aussi une boîte ici. Donc ça m'a aidée en fait. Donc je connaissais déjà cet écosystème. Et Yann Carvarek l'a très bien dit tout à l'heure. Ici, c'est un écosystème. Donc tout le monde se connaît. Il y a 300 entreprises, on les connaît toutes. Le vendredi soir, on prend tous un verre au Switch ou au chez Alexet. On se connaît tous. On sait, tiens, dans telle boîte, il y a tel tech, il y a tel profil. Vraiment, c'est un écosystème extrêmement fermé finalement, où on est tous en interaction les uns avec les autres. Et c'est notre force. Et c'est vraiment une force. Donc moi, je suis arrivée, j'étais toute seule. J'ai porté un projet à l'incubateur Start de Ratec. Je ne sais pas si connaissent. Donc voilà, il y a des promos tous les 3 mois Euratechnologie.
vous allez envoyer une petite vidéo, vous allez écrire votre projet, remplir un questionnaire et puis vous allez le déposer. Ça vous prend 2 heures et franchement, c'est chouette parce que si vous êtes présélectionné, passez devant un jury. Donc, on incube à peu près, à l'époque, moi, c'était, il y avait plus de sélection, c'est vrai, mais aujourd'hui, vous avez de fortes chances d'y être. Mais voilà, on incube à peu près 20 projets tous les 3 mois ou 30. Aujourd'hui, c'est un peu plus, je ne sais plus. Mais moi, j'ai eu la chance d'être incubée. Donc, je suis passée devant un jury où il y a d'autres chefs d'entreprise, où il y a des personnalités régionales, enfin, voilà. Et si vous êtes présélectionné, vous intégrez un programme d'incubation pendant 3 mois, qui est le programme START. Vous pouvez y aller tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir un associé encore à ce moment-là. Vous êtes porteur de projet d'une start-up. Et là, vous avez 3 mois pour prototyper votre projet et pour prouver que vous avez un marché. Voilà. Et c'est souvent là que d'ailleurs, il y a des rencontres d'associés qui se font. C'est souvent là qu'on pivote aussi. Parce que vous allez rencontrer des gens qui vont dire « Attends, moi j'ai tel projet, mais j'ai besoin de quelqu'un qui voit les choses comme toi. » Donc il y a souvent des regroupements de projets. Il y a souvent des belles histoires qui se créent. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré mon associé. J'ai une histoire qui est assez proche de celle de Laurence. Mais effectivement, il y a des gens qui se rencontrent, qui échangent tous les matins, qui passent 3 mois de leur vie très souvent ensemble. Donc forcément, on crée des... Voilà, c'est une histoire de personnes, donc de gens à un moment donné qui se rassemblent, qui ont envie d'entreprendre ensemble. Et puis les belles histoires, elles continuent. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, vous repassez devant un jury pour voir si vous avez prototypé votre projet, si vous y êtes parvenu et si vous avez vraiment un marché. Alors là, il y en a qui se disent « Non, mais moi, mon projet, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. Par contre, je repasse, j'ai trouvé des associés et on refait un projet et on repasse dans Start. » Enfin bref. Et vous en avez on considère qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps. Donc là, ils repassent dans un autre programme, voilà, qui s'appelle Gros. Ils repassent, on leur donne 3 mois supplémentaires pour refaire leur projet. Et sinon, vous avez l'idée du siècle. Et là, vous intégrez Scale, qui est un gros programme d'accélération à Euratech pour les sociétés à croissance rapide. Donc, vous voyez, en plus, c'est hyper bien fait. Donc, si vous n'avez qu'une idée et que vous êtes tout seul, Euratech est fait pour vous. C'est vraiment l'endroit où on va vous accompagner dans votre histoire entrepreneuriale. Donc, n'hésitez pas. Et effectivement, le réseau, il se fait au quotidien. Ici, dans l'écosystème, n'hésitez pas. Euratech, c'est un peu la maison de tout le monde. Et c'est vraiment notre force. Hein. N'hésitez pas là-dessus. Mais en tout cas, il y a des programmes. Il y a des programmes tous les 3 mois lancés par Euratech qui vous permettront de développer votre projet. Donc moi, si vraiment j'avais votre âge, je le ferais sans aucune hésitation. Je l'ai fait. Hein. Donc je peux en témoigner. Je suis un pur bébé Euratech. Donc voilà, faites-le vraiment. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent effectivement s'engager et déposer un projet parmi vous, là, les étudiants? Ah, Génial. C'est des hommes, hein, t'as vu? Non, mais c'est vraiment super. Vraiment, c'est une chance parce que ça n'existait pas, ça, il y a encore quelques années. Donc, profitez-en. Et en plus, ça va vous permettre, dans ces programmes d'incubation, de faire votre réseau. Parce que vous avez des ateliers qui vont vous aider à rencontrer un certain nombre de personnalités de la tech régionale voilà, donc vous allez aussi constituer, au-delà de l'expérience enrichissante que c'est, si vous êtes sûr de vous, vous allez aussi faire votre réseau, donc n'hésitez pas. ok, merci beaucoup. D'autres questions? Sinon, moi, je continue à poser des questions. Hein. Mais l'idée, c'était aussi de... Merci beaucoup. Bon, on va, si vous pouvez, parler fort, si vous pouvez, parce que là... Je commence à répondre, j'allais dire, moi, mon conseil, c'était de vieillir, mais je suis d'accord qu'il n'est pas très opérationnel tout de suite. Non, il faut vraiment avoir conscience que, et alors c'est quelque chose qu'on voit dans Présente quand on en discute entre nous le jeudi matin, on l'a toutes. C'est vraiment, bon, voilà, on a tout ce truc-là, quel que soit notre parcours avant, on souffre tout de ça. Donc, déjà, le fait d'en avoir pris conscience, je pense que c'est vraiment un grand pas. Et essayer de se questionner à chaque fois, déjà essayer de se convaincre de se dire ben oui, si je suis légitime. Donc chaque fois qu'on a une question, qu'on se pose une question, et c'est Antonia qui le fait très bien, elle arrête pas de se dire bon
comment un mec aurait réagi face à cette question. Mais il y a de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut lutter contre soi-même à chaque fois. Voilà. Alors, je suis pas sûre que ça soit super opérationnel ce que je dis, mais en tout cas, c'est comme ça que j'y arrive moi. Je vais passer la parole à ma collègue qui a plus d'expérience. Bon, alors j'ai plus d'expérience parce que du coup, moi, je me suis rendu compte que ça me bloquait juste avant des gros rendez-vous, etc. J'étais en stress. Alors le stress, il peut être moteur, mais il y a des moments où je me disais, mais comment ça se fait que je me tire une balle dans le pied à chaque fois sur des sujets et enfin voilà, je comprenais pas. Donc je me suis fait accompagner, enfin par du coaching enfin de dirigeants pour être du coaching à la performance pour les dirigeants. Et il y a des choses toutes bêtes, en fait, c'est de se mettre dans la condition de la réussite, de s'imaginer dans la posture de réussite, en fait. C'est de l'entraînement, en fait. Il faut se muscler, c'est vraiment le mot. Il faut se muscler là-dessus et il faut s'autoriser. Mais c'est de la répétition. Moi, je sais on me dit que je suis une bête de concours de pitch. Oui, j'en gagne beaucoup, c'est vrai, j'ai cette réputation-là dans l'écosystème. Mais en fait, je travaille énormément et je répète, je répète. Je dis toujours j'ai 2 filles, je leur dis, elles le savent. Maman, elle gagne des concours de pitch. Je répète au moins 30 fois avant d'y aller. Voilà, je peux le faire 30 fois. Et donc c'est ça, c'est du travail. Au départ, c'est du travail pour se mettre dans de bonnes conditions. On peut faire de la visualisation, on peut faire de la méditation, on peut faire plein de choses. Il faut savoir quelque chose, c'est que par exemple l'auto-hypnose, ça marche très bien parce qu'il y a un moment donné où c'est très concret ce que je vous raconte, hein, mais le cerveau il fait plus la distinction quand on est en situation d'auto-hypnose entre la réalité et ce qui est pas réel et ce qu'on projette. Donc à force de répétition, bah, le cerveau il croit qu'on a déjà réalisé ce qu'on est en train de projeter. Donc c'est des petits tips comme ça. Mais après, moi, je me mets toujours avant un gros rendez-vous, avant un gros enjeu, dans la posture de gagnante, du coup. C'était pas évident au départ, mais c'est vraiment de l'entraînement. Et je pense que ça marche. Voilà. Bon, alors moi, je serais la plus mauvaise exemple des trois parce que moi, c'est quelque chose, effectivement, le syndrome de l'imposteur, je pense que je le ressens souvent dans des situations. Et donc, moi, comment j'ai répondu? Ben, j'ai répondu euh, en bossant 2 fois plus que les autres. Voilà, et je me suis dit, j'aurai toujours le syndrome de l'imposteur. Alors, je travaille aussi à la raison Delphine, hein, l'entraînement, se faire accompagner, mais il y a autre chose derrière. Des biais cognitifs, il y a des choses, il y a l'éducation, il y a le fait d'avoir parfois des parents qui nous ont toujours dit non, mais parle pas trop fort, tu dois bien travailler à l'école, mais pas du trop court, te maquille pas trop, te montre pas trop. Enfin, il y a des choses très profondes en nous, donc on va pas arriver à l'âge adulte en se disant super, je vais me revendiquer. Voilà, je vais prendre la parole sur les réseaux sociaux, je vais devenir une personnalité, et j'admire énormément les femmes qui arrivent à le faire. Mais moi, en l'occurrence, j'ai compris que c'était un domaine où j'étais mauvaise. Et par conséquent, bah, je bosse 2 fois plus que tout le monde. Et j'ai décidé que c'était de ma boîte dont on parlerait. Et donc, ma victoire, elle est quand on parle de ma boîte, de Paperwork. Là, il y a un super communiqué de presse qui va sortir au mois de mai parce qu'on vient de signer avec une grosse banque. Bah, elles sont là, mes victoires. Et c'est un travail quotidien, mais c'est très difficile quand on, voilà, c'est très difficile. Donc, j'ai pas de conseils à donner là-dessus, si ce n'est d'être toi-même. Voilà. J'en ai juste un à rajouter qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se faire bien entourer. C'est prendre les bonnes habitudes. Moi, j'ai une marraine, c'est la seule, d'ailleurs, je suis lauréate au défi, comme Laurence et Antonia. Et j'ai une marraine qui m'accompagne dans l'entrepreneuriat, qui me coach un petit peu. J'ai la chance, c'est Aurélie Vermès, c'est la présidente de CCI en plus, donc c'est une nana vraiment super balèze. Et elle me met un coup de pied dans les fesses. Au début, c'était ça qu'elle faisait quand elle m'emmenait dans des réunions réseau où il y avait souvent en plus beaucoup d'hommes. Moi, je m'asseyais au milieu, voire derrière. Elle fait, mais qu'est-ce que tu fais? Elle fait, tu dois te montrer. Donc au début, j'étais super mal à l'aise. Elle me disait, devant, là où il y a tous les mecs puissants, tu te mets devant. Donc maintenant, je fais la même chose avec notamment des entrepreneuses. On parlait de jeunes entrepreneuses tout à l'heure. Je les attrape, je dis, mais où tu vas là? Et je les emmène devant avec moi. J'avoue que les 3, 4 premières fois, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais maintenant, du coup, c'est devenu une habitude. J'arrive, je m'impose en fait. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de répétition qui fait que on a moins peur. On a peur la première fois et après, on a un petit peu moins peur. Voilà. Du coup, j'ai envie de te poser une question. Tu es la seule, tu es dans une équipe de dev, c'est ça? Et tu es la seule fille ou il y a d'autres filles? Ok.
Donc, et est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour lesquelles tu te sens pas forcément après, enfin, j'allais dire, c'est normal, je pense que quand on est alternant, c'est normal de se sentir pas forcément encore à sa place. Vous venez d'arriver dans l'entreprise, vous débutez dans le monde du travail, donc vous avez encore beaucoup de choses à apprendre et ça me semble tout à fait normal. Donc ne te mets pas non plus. Enfin, c'est normal de douter en fait. Faut pas que ça te paralyse. Et moi dans mon équipe, enfin, je préfère avoir des alternants qui doutent et qui vont aller poser des questions plutôt que des gens qui sont fermes dans une croyance qui n'est peut-être pas forcément, qui correspond peut-être pas forcément à ce qu'on a demandé. Donc ok, on t'a dit qu'il y avait un syndrome de l'imposteur, c'est bien, il faut que tu y penses, mais il ne faut pas que ça te paralyse non plus. Voilà, parce que c'est normal que tu doutes. Merci beaucoup. Moi, j'avais encore une autre question pour vous. Donc moi, en tant qu'organisme de formation, j'essaye aussi à mon niveau de faire bouger les lignes. Donc on essaye de former effectivement davantage de jeunes femmes sans mettre de quotas, pas du tout. Alors la Grande École du Numérique nous avait demandé, par exemple, sur des financements Grande École du Numérique, elle nous avait imposé par exemple 30% de stagiaires femmes. Voilà, donc c'était quand même très compliqué pour nous. On a essayé de répondre à cette exigence, mais on n'est pas effectivement, si les financeurs ne le demandent pas, on ne se met pas comme ça des objectifs pour l'instant chiffrés. Alors on a essayé de faire pas mal de choses, on a essayé de trouver des rôles modèles pour venir parler donc à des promotions, à des gens effectivement qui souhaitaient s'orienter. On a monté aussi des capsules vidéo pour parler des métiers du numérique. Donc on a eu des femmes qui se sont exprimées devant la caméra pour expliquer qu'elles étaient libraires, que finalement elles se sont reconverties ou ce qu'elles faisaient dans leur métier pour essayer de déconstruire un certain nombre de stéréotypes. Voilà, on a engagé en tous les cas pas mal de choses. On est aussi sur les semaines des métiers du numérique où on va sur tous les territoires pendant 15 jours pour faire des ateliers et pour montrer voilà ce que c'est que le numérique, voilà le type de métier, parce que c'est une grande diversité de métiers, plus de 80 métiers, et les gens souvent les réduisent à des fonctions très techniques. Donc ma question est la suivante, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et est-ce que vous avez des idées pour encore faire bouger davantage les lignes? Alors, moi, il y avait un article qui m'a frappé je crois que c'était les Échos, la Tribune, il y a quelques mois. Grosso modo, c'était tous jouent avant 10 ans, mais oui, en fait, on a tous un rôle à jouer aussi en tant que parents. C'est-à-dire que on a tous des biais conscients ou inconscients dans la manière dont on élève nos enfants. Alors, je réfléchissais ce matin, nous trois, on n'a que des filles. Voilà. Donc, on a 5 filles à nous trois. Donc, on est toutes aussi maman de filles. C'est pas. Alors, du coup, j'ai des enfants qui ont à peu près vos âges, ceux qui sont étudiants, puisque j'ai mon aînée qui est en train de finir ses études. Elle a fait des études de droit au départ, donc elle n'était pas du tout destinée à aller dans le numérique. Elle a fait des études de droit, notamment parce qu'elle s'est mis des freins elle-même. Elle a été complètement rebutée par les mathématiques au lycée, et alors qu'elle avait des bonnes notes, elle n'a pas voulu aller donc à l'époque c'était S, elle n'a pas voulu aller en filière scientifique parce de peur de l'échec. Voilà. Et puis en tant que parent, c'est pas enfin, on n'avait pas non plus forcément envie de forcer notre enfant à aller dans une filière qui à contre-cœur. Mais c'est pas grave parce que en fait, elle a suivi. Alors, elle est à la Cato à boulevard Vauban, enfin rue du Port. Elle a suivi la filière YouSchool. Donc en fait, elle a un double cursus en droit des affaires et en management de l'innovation. Et là aujourd'hui, elle est en alternance chef de projet dans une start-up numérique ici à Euratech. Et donc elle pilote une bêta test et elle est à fond dans le numérique alors que son parcours ne l'amenait pas du tout à ça. Et mon autre fille, qui est un profil totalement littéraire, pareil, j'étais un petit peu, on l'a laissé faire ses choix. Et donc là, aujourd'hui, elle est étudiante au pôle 3D à Roubaix. Et donc, elle est clairement également dans le numérique. Donc, je me dis qu'on n'a pas totalement, en tant que parents, loupé leur éducation, même si, pour le coup, elles n'ont pas du tout, au départ, un profil scientifique. Il n'y a jamais rien de perdu. Alors, le fait d'avoir 2 filles, ça aide sans doute. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à la maison de
de différenciation sur l'éducation entre garçons et filles. Moi, quand j'étais petite, j'ai vu clairement une différence entre la manière dont mes parents traitaient mon frère et nous traitaient ma sœur et moi. Alors, comme j'ai dit, j'étais petite, hein, c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 70 et 80. Mais effectivement, l'attitude de mes parents était complètement différente vis-à-vis de mon frère et de nous, les filles. Et encore maintenant, alors j'aime beaucoup mon papa, hein, c'est pas une critique, mais encore maintenant, il me demande systématiquement des nouvelles du travail de mon mari et très rarement du mien. Voilà. Mais parce que ça ne lui vient même pas à l'idée, en fait. C'est une éducation, et donc si chacun à notre niveau, on peut déjà éviter de reproduire ça et avoir une éducation, une prise de conscience d'une éducation plus égalitaire, alors sans forcément, alors, si votre fille a envie de jouer à la poupée, qu'elle joue à la poupée, enfin, faut pas pousser non plus voilà, mais en tout cas, avoir conscience des biais qu'on reproduit instinctivement en tant que parent. Alors après, du coup, moi, j'ai raté quand même des trucs, j'ai 2 filles, il n'y en a pas une des 2 qui cuisine, mais bon, après, ça. Bon, moi, elles sont trop jeunes, mes filles, pour parler de ce qu'elles feront. Par contre, il y a un truc qui m'a choquée il y a quelques années sur mon premier projet entrepreneurial. On est une famille plutôt assez féministe. Mon mari porte mon nom, par exemple. Donc ça, c'est pas le cas partout. Et pourtant, un jour, mon aîné, qui est rentré de l'école, CP, CE1, je sais plus, je lui réexplique ce que je fais. Et elle me dit: «Ah, maman, une femme peut être chef alors? Oups là!» Ouais, effectivement, ça fait drôle. Donc je te rejoins, c'est vraiment sur l'éducation. Moi, ce que je vois enfin, c'est que ça se joue vraiment au moment de l'orientation, collège, lycée. Et donc, moi, mon envie, c'est de faire venir, enfin, des rôles modèles que les garçons ou les filles, en tout cas, puissent se rendre compte ce que c'est la richesse des métiers du numérique, 80 métiers dans le numérique, très jeunes. Parce qu'il y a pas mal de jeunes filles qui se disent: «Moi, l'image du geek qui passe sa journée derrière son écran, je veux pas du tout faire ça». Alors qu'en fait, il y a tellement de possibles. Et voilà, moi, ma suggestion, c'est d'intervenir à ces moments d'orientation et d'essayer de rendre visibles tous ces métiers de la tech par des femmes ou par des hommes, en tout cas. Ça serait vraiment une première étape, hein, pour montrer le champ des possibles, sachant que c'est vraiment les métiers qui recruteront le plus demain. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Forcément, il y a un problème aujourd'hui dans l'éducation. Moi, j'ai pas une éducation. Moi, j'ai une éducation. J'ai des parents qui sont. J'ai un père italien, j'ai une mère portugaise, parce que je suis aussi vice-présidente de la bibliothèque. Et du coup, moi, je peux vous dire que les biais cognitifs, ça joue, bien évidemment, et on les reproduit en plus, malgré nous. Il n'empêche que je pense qu'on manque cruellement de rôle modèle en France. Peut-être contrairement à des pays nordiques ou aux États-Unis, où les choses commencent à changer. Euh, les patrons du CAC 40 aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes dirigeantes. Ça, c'est symbolique. Aujourd'hui, quand on interroge les Français sur leur chef d'entreprise préféré, sur un classement de 10 personnes, c'est 10 hommes qui sont arrivés. Ça veut dire que oui, les présidents de la République, ça a tous été des hommes. Nos premiers ministres également. Donc aujourd'hui, on a véritablement besoin d'avoir des rôles modèles féminins qui prennent. Alors on en a, hein, on a Christine Lagarde, on a eu Laurence Parisot, enfin on a eu quelques rôles modèles, mais on n'en a pas eu suffisamment pour qu'aujourd'hui des hommes puissent se dire tiens, voilà, il y a Enfin, je pense qu'il y a vraiment ce souci-là. Parce que nous-mêmes, nos rôles modèles sont masculins. Voilà, moi, si je vous demande qui sont mes rôles modèles, mis à part, Fabienne Dulac, enfin, il y en a quelques-unes, mais mes rôles modèles sont masculins. Donc aujourd'hui, on a un vrai travail à faire là-dessus pour montrer effectivement aux jeunes, aux femmes, mais aussi aux hommes, bah, qu'il y a des femmes qui changent des choses au quotidien, autant que les hommes. Et c'est de l'inconscient. Parce que là, on va parler, on a tous conscience qu'on est une société égalitaire, voilà, et qu'il n'y a pas, c'est pas un souci, mais c'est dans l'inconscient collectif. Si je vous demande quel est le chef d'entreprise que vous admirez le plus, je suis persuadée qu'ici, la grande majorité me donneront plein de noms d'hommes, mais très peu de femmes, voire pas du tout. Ok, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet atelier. On peut peut-être prendre une ultime question, si vous en avez encore une. Sinon, on va remercier donc très chaleureusement nos 3 CEO d'être venus ce matin. Merci beaucoup pour vos témoignages.
Et on reste enfin, vous avez tous LinkedIn, pas encore. En tout cas, on reste à votre disposition pour vous nous envoyer un message et si on peut vous aider, on le fera. On fait partie de cet écosystème, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est une chance que vous avez. La French Tech, c'est ça. Effectivement, hein, c'est ce qu'on a essayé de créer. La French Tech, elle est née à Lille, hein, elle n'est pas née à Paris. Hein. Elle est née ici à Euratech. Je vous le dis parce que voilà, c'est mon côté voilà, ch'ti. Mais elle est née à Lille. C'est les Parisiens qui sont venus à Lille et qui ont dit waouh, vous avez fait un truc génial, on va faire la même chose. Donc la French Tech, c'est quoi? C'est que peu importe qui vous soyez, peu importe le niveau de maturité où vous en êtes, si vous demandez à prendre un café avec un chef d'entreprise de la région, qu'il soit gros ou petit, il prendra toujours 5 minutes pour le prendre et pour vous aider s'il peut le faire. Et donc ça, c'est ça, la French Tech, c'est un ADN qu'on essaye de reproduire à Euratech. Nous, on l'a, mais je peux vous assurer que tous les chefs d'entreprise d'Euratech l'ont. Donc profitez-en. Voilà, et si un jour vous-même vous réussissez, bah, vous le reproduirez. Et c'est comme ça qu'avant d'être des licornes, on est des poneys. Mais on n'oublie pas qu'on a été des poneys et on sait s'en souvenir. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur votre écosystème. Merci beaucoup.